Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale du Conservatoire La Salle et j'ai aujourd'hui comme invité M. Paul Arcan, le numéro 1 Morning Man au 98.5 FM et qui se passe de présentation. Bonjour M. Arcan. Bonjour. Donc, comme on le sait déjà, vous êtes l'un des présentateurs les plus influents au Québec. Comment vous assumez ce rôle exactement? Je me méfie toujours un peu des étiquettes, est-ce qu'on est influent ou pas. C'est sûr que d'être à la barre d'une émission de radio et que l'émission numéro 1 à Montréal, bon, ça suppose qu'il y a un certain nombre de gens qui écoutent. Ça suppose aussi, dans le cas de la radio parlée, de la radio d'information, il y a des décideurs qui écoutent. Donc, j'imagine qu'il peut y avoir une certaine influence, mais moi, je ne crois pas à une influence d'une personne en particulier ou d'un média. Sur des trucs ponctuels, oui, là. Bon, mais sur des décisions plus larges, je ne crois pas. Et comment on l'assume? Ben, on l'assume en étant responsable de ce qu'on fait. Et quand on va au micro, ben, on essaie d'être blindé, c'est-à-dire d'avoir fait la recherche avant, puis d'être sûr, puis de poser les questions qu'il faut poser. Et c'est la seule façon qu'on travaille, je pense. OK. Vous parlez de recherche, justement. On sait aussi que vous êtes pratiquement lui qui fait toute l'émission au complet. Vous avez une équipe qui vous aide, mais vous faites vraiment un gros travail là-dedans. Expliquez-moi comment ça se passe. Bien, c'est-à-dire que j'ai une équipe, c'est sûr, et pas d'équipe, il n'y a pas d'émission. Quelqu'un qui anime l'émission a la responsabilité générale de l'émission, donne le ton à l'émission, et mis à part les collaborateurs, qui est autre chose, mais pour ce qui est du contenu, de la recherche, on travaille en équipe. Et donc, c'est pas un one-man show, là. Et ce serait impossible de faire ça. Alors, j'ai une équipe qui travaille avec moi, on discute ensemble. Quand ils ont des idées, ben, j'ai dit, venez me convaincre que c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est à coup d'arguments, et c'est comme ça qu'on planifie. Alors oui, on travaille fort, on travaille évidemment pendant l'émission, on travaille après. Tantôt, on va aller retravailler ensemble pour prévoir l'émission de demain. Et c'est comme ça, c'est 7 jours par semaine. Pas toujours avec la même intensité, mais on est toujours ouvert, éveillé à ce qui se passe. OK. Et aussi, vu que c'est une émission assez importante, c'est quand même 5 jours sur 7, quelle responsabilité il y a à ça? Il y a quand même beaucoup de contenu qui a à être cherché. Mm-hmm. Comment vous basez pour trouver exactement chaque matin qu'est-ce qui va être diffusé? Bien, ça dépend. Il y a différents angles. D'abord, il y a l'actualité pure du jour. Et on voit les événements. Par exemple, on peut savoir que demain, il y aura possiblement telle ou telle nouvelle. Il y a des choses prévisibles. Alors, quand il y a des choses prévisibles, on planifie. Il y a des choses qui s'annoncent la journée même. Donc, si on pense qu'il y a un intérêt pour le lendemain, parce qu'on se met toujours, nous, dans la perspective du lendemain, on va essayer de contacter les gens qui sont visés. Il y a le matin même où tu as une nouvelle qui nous arrive à la une d'un journal. Ça, c'est vraiment l'actualité pure. Il y a aussi des trucs plus profonds de recherche. On fait une entrevue par jour un peu plus longue. Alors, c'est parfois l'auteur d'un livre. Parfois, ça peut être un artiste. Parfois, c'est un politicien. Moi, j'essaie de varier le plus possible, de ne pas me concentrer, là, mais uniquement sur un type d'invité. J'essaie vraiment d'avoir la palette la plus large possible. Alors, ça va de Marie-Mé, Maxime Landry demain. La semaine dernière, c'était une jeune fille qui a été transformée en esclave en France par un joueur de soccer vedette. Elle a écrit une histoire qui est absolument hallucinante. Et c'est ça, on se promène d'un sujet à l'autre. Alors, en résumé, il y a l'actualité quotidienne, puis il y a des dossiers un peu plus en profondeur. OK. On parle aussi de dossiers plus en profondeur. Vous venez de mentionner que des fois, il faut vous parler avec des politiciens et tout, et vous êtes reconnu pour avoir un franc-parler. Mm-hmm. Comment c'est? Est-ce qu'il y a une certaine réticence par rapport aux invités ou... Si eux sont réticents? Ouais. Ah non, mais il y en a qui ne nous parlent pas. Il y en a qui refusent. Et les invitations ne sont pas des subpoenas. Je ne peux pas obliger quelqu'un à me parler. Quelqu'un ne veut pas. Ma seule prétention, c'est quand vous êtes un élu ou que vous gérez des fonds publics, vous êtes redevable à ceux qui payent. Et je comprends qu'il y a d'autres forums. Mais en même temps, là, je me permets d'être plus insistant. Il y a des gens qui, par exemple, vivent des drames personnels. Je ne vais pas les harceler, mais un ministre, oui. Et il y en a qui n'aiment pas ça. Le premier ministre du Québec ne me parle pas. Bon, il a le droit. Il aime mieux aller, tout le monde en parle, c'est correct. Mais c'est pas le même genre de question. Puis c'est pas le même contexte. Alors oui, mais en même temps, je pense que c'est de façon générale, même si on peut déraper une couple de fois, là, c'est d'être le plus direct possible dans la question. C'est ça qu'on fait. On essaie de faire, en tout cas. Aussi, je vois que votre public est proche de vous. Ce matin, on parlait de quelque chose qui est assez difficile, si on peut dire, des enfants autistes ou avec des problèmes. Puis je vois que les gens vous appellent, sont ouverts à vous.
Comment vous trouvez ça puis des fois, les gens abordent des sujets qui sont pas toujours faciles. Comment on deal avec ça, s'il vous plaît? Ben, d'abord, la radio, c'est quelque chose, c'est peut-être un des rares médiums qui reste où ça demeure très personnel. C'est-à-dire que quand vous écoutez la radio, vous êtes dans la voiture, vous êtes chez vous, bon, il y a ce lien-là direct. L'Internet, les courriels, entre autres, ça a maximisé cette relation-là. Donc, les gens réagissent sur le coup, m'envoient des commentaires. Avant, c'était des lettres, c'était des téléphones. Là, c'est automatique. Et moi, je le vois comme une marque de confiance. Puis en même temps, les gens ont besoin de s'exprimer. Puis la radio parlée, c'est ça. De la musique, vous pouvez aller la chercher sur le web. Vous faites la programmation que vous voulez. La radio parlée, un peu, mais la barrière linguistique est là. Donc, le contenu francophone québécois, ça attire les gens, je pense, parce que justement, il n'y en a pas une tonne de ça. Et il faut être encore là rigoureux et prudent pour garder cette confiance-là, ce lien-là avec les gens. Et c'est très flatteur. OK, super. Aussi, il y a quelques années, vous avez fait une émission de télévision. Oui. Comment vous avez trouvé ça? Parce que je sais que depuis vos débuts, depuis Saint-Hyacinthe, si on peut s'en souvenir, vous avez toujours été animateur radio. Faire de la télé, comment ça s'est fait? Est-ce que c'était quelque chose qui vous passionnait, faire de la télévision? Mon métier premier, c'est journaliste. Et je l'ai fait d'abord à la radio. Je l'ai fait comme journaliste dans une salle de nouvelles. Puis après ça, j'ai fait de l'animation, puis bon, l'émission du matin. Mais je ne suis pas un animateur dans le sens classique du terme. Je fais cette émission-là parce que c'est une émission d'information, parce que c'est du contenu parlé. Dans le cas de la télévision, c'est arrivé qu'on m'a fait une proposition en me disant « Veux-tu aller faire une émission d'entrevue, ce qu'on appelle un hot seat, ou un peu comme on fait là, où la personne est l'invitée, puis c'est une demi-heure d'échange assez direct. Et c'est passionnant à faire ça. C'est passionnant. Puis je regarde d'autres modèles qui se font ailleurs dans le monde. C'est un peu... C'est stimulant parce qu'il n'y a pas de barrière, c'est 30 minutes, il n'y a pas de montage, et c'est, comme on dit en anglais, right to the point. Alors oui, j'ai adoré ça pendant 5 ans, mais à un moment donné, tu veux faire autre chose, et là sont arrivés des projets de films. Et là, bon, la radio tous les jours, un documentaire, c'est quand même pas mal d'heures. Et en même temps, j'ai eu des propositions de retourner à la télévision, mais il n'y avait rien qui, honnêtement, m'excitait beaucoup. Et je trouvais que la radio et le documentaire, le court terme de la radio, le côté instantané, puis le travail de recherche plus profond du documentaire, je trouvais que ça faisait une belle combinaison. OK. Chaque matin, justement, c'est des dossiers, vous passez quand même quelques heures, mais quand on fait un film, c'est gros. Je veux dire, ça prend beaucoup de démarches et beaucoup de recherches. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, faire un dossier qui est vraiment plus long, qui est présenté? C'est complémentaire, c'est un peu ce que je vous disais, parce que c'est de prendre du temps pour fouiller. Et la meilleure façon de résumer ça, c'est Denis Arcand, avec lequel je suis pas parent direct, là, sans doute dans l'arbre, mais qui m'avait dit, parce que je lui demandais, il en a fait beaucoup de documentaires, mais j'ai dit, comment tu pourrais me résumer ça pour que j'aie comme une idée en tête. Puis il m'avait dit, un documentaire, c'est comme pendant, disons, 1 an, tu pars avec ta caméra, tu pars avec ton équipe, tu vas rencontrer des gens, puis tu parles à des gens, puis il y a des portes qui s'ouvrent, puis des portes qui se referment, puis des portes qui s'ouvrent. Et tu reviens au bout d'1 an, et tu me dis ce que tu penses qui est important que je sache. Et pour moi, c'est la plus belle définition d'un documentaire. C'est exactement ça. Je pars avec un sujet, je pars avec des idées. Si je vous montre le plan de départ des valeurs d'enfance, ça n'a pas rien à voir avec le produit final, parce qu'on a découvert plein de choses, puis il y a, comme je vous disais, des portes qui se sont ouvertes. Mais j'essaie toujours de dire dans un film, c'est un point de vue d'auteur, ça ne prétend pas être objectif, mais les faits sont clairs, les faits sont blindés. Mais moi, je pense devoir vous dire ce que je crois qui est important, ce que vous devez savoir. Et ça, c'est très stimulant. Et c'est pour ça que c'est complémentaire avec la radio. OK. Là, ça fait, comme on l'a mentionné plusieurs fois, vous êtes journaliste radio depuis fort bien longtemps. On a su, il y a quelque temps, par rapport à la transaction entre Cogeco et Corus, donc Corus qui va être vendu. Et comment vous voyez ça, la transaction qui va être faite? Est-ce que vous avez peur pour le 98.5? D'abord, comme j'ai pas mal d'années derrière la cravate en radio, j'en ai vu pas mal de transactions. C'est sûr qu'une transaction crée toujours une insécurité générale. Alors, qui seront les propriétaires, qui seront les patrons, ils vont réagir comment, et bon. Au moment où on fait l'entrevue, on attend la décision du CRTC, puis juste avant l'entrée, on m'a expliqué que c'était retardé de quelques jours. Alors, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller. J'ai vécu des périodes de transactions où ça donnait un résultat immédiat, d'autres, la transaction était en partie refusée, on nommait un tuteur, et bon, là, c'est des mois d'attente. C'est pas idéal. Je pense que la meilleure chose, c'est quand ça se fait
le plus rapidement possible. Alors, on sait à qui on a affaire. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Puis, moi, j'ai une émission à faire tous les jours, puis que ça soit Cogeco, Corus, Astral, Rogers, Québécois, bon, peu importe, à un moment donné, on verra. C'est pas. Je pense que c'est comme ça qu'il faut. De toute façon, l'auditeur ne se préoccupe pas tellement de savoir qui sont nos patrons. Là. Parfait. Donc, je souhaite une longue vie à votre émission matinale. C'était Léonie Pelletier-Dubois pour l'émission spéciale du Conservatoire La Salle.